Conseillère municipale et territoriale, Charlotte de Bucher se présente comme candidate de la société civile à la tête du mouvement Expression démocrate. Élue en 2014 sur la liste d'opposition Démocratie pour Aix, elle a décidé d'affronter les municipales sans investiture. Charlotte de Bucher place au cœur de ses préoccupations la démocratie participative. Elle défend l'écologie, l'innovation et la sécurité. Elle veut permettre l'accès au logement à prix décent, améliorer le service des réseaux de transport et faire d'Aix-en-Provence une ville intelligente numérique où il fait bon vivre. Madame de Bucher, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, nous venons d'écouter votre biographie. Est-ce que d'abord vous aimeriez peut-être la compléter, ajouter un mot pour nos internautes qui vous découvriraient aujourd'hui ? Oui, je vais la compléter. Je vous remercie de m'en donner la possibilité. Alors, je souhaiterais ajouter un point important, car lors de mes déplacements, de mes rencontres sur les marchés ou dans la ville, dans les rues, il m'est souvent posé d'abord deux questions. La première, c'est qu'est-ce que c'est qu'un élu société civile ? Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, élu société civile, ça veut dire tout simplement élu non encarté, c'est-à-dire n'appartenant à aucun parti, quel qu'il soit. Donc ça, c'est une première chose. Et puis ensuite, la deuxième, les gens me disent « Oui, mais alors, si vous n'êtes pas élu ou encarté, vous êtes de quel parti, de quel côté ?» Voilà. Donc, quand on me pose cette question, et elle est tout à fait légitime, parce qu'on a besoin de savoir quelles sont mes valeurs, j'y réponds en toute simplicité, en toute honnêteté, qu'elles sont d'abord multiples. J'ai grandi dans une famille nantie, privilégiée, et parce que j'ai des parents qui ont toute leur vie travaillé très courageusement et qui m'ont appris cette valeur travail. Voilà. Et en même temps, donc cette valeur travail, famille, loyauté. Mon père est un ancien réserviste, donc cette loyauté, oui, ce sens de l'honneur et de la loyauté. Et en même temps, j'ai été amenée à beaucoup voyager dans des pays étrangers, en voie de développement. Et dans ces expériences de travail professionnel, donc, j'ai rencontré une humanité chez des gens extrêmement simples et modestes. Et cette humanité-là m'a permis de développer une fibre sociale importante, voilà, très importante. Donc, je ne suis ni de gauche ni de droite, j'ai ces valeurs, celles qui m'animent, et pour moi, l'essentiel, c'est surtout d'être tourné vers l'autre, avec, j'allais dire, avec simplicité. Et justement, pour ces municipales, vous avez donc des ambitions de faire cavalier seul aussi, on peut le dire finalement. Qu'est-ce qui vous a poussé à cette volonté d'engagement de proximité ? Pourquoi se présenter aujourd'hui ? Ah, c'est une excellente question là, que vous me posez. Alors, pourquoi je me suis engagée dans la politique ? Écoutez, c'est assez simple, je vais essayer de vous le faire rapide. J'ai été résidente dans un quartier populaire, le quartier d'Ancagnane. Et puis, on avait des petits problèmes du quotidien, c'est-à-dire des immeubles non entretenus, des espaces verts non entretenus. Et puis, un jour, des personnes, je sentais monter une forme de colère, et un jour, un de mes voisins est venu me rendre visite. Il m'a dit « Il faut absolument que je vous montre quelque chose, Madame de Bucher. Ça n'est pas acceptable, c'est pas recevable. » Bon, je le sentais assez contrarié, donc j'ai accepté de le suivre, et il est allé il m'a demandé de venir le rejoindre dans son appartement, ce que j'ai fait, et il m'a montré la chambre de son petit, qui à l'époque avait à peine, il devait avoir 6 mois, donc c'était un bébé. Et j'ai découvert en fait une chambre moisie sur la moitié des murs. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe ? Bon, il s'avère qu'il avait repeint en fait l'intégralité de la salle, de la pièce, 2 mois avant, et que malgré ça, la moisissure s'était répartie sur l'ensemble du mur. Et je lui dis mais vous avez prévenu à l'époque le bailleur ? Il m'a dit oui, je leur ai écrit, j'ai téléphoné, et personne ne bouge et personne ne fait rien. Donc
Voyant ça, j'étais un peu désemparée. Je suis rentrée chez moi et en toute simplicité, je me suis dit, mais enfin, c'est pas possible, on peut pas laisser des gens comme ça, démunis, face à une situation qui n'est pas acceptable, un enfant en bas âge qui dort dans une pièce qui n'est pas saine pour lui. J'ai donc décidé d'organiser en fait une petite réunion avec les locataires de la résidence et je pensais que nous serions 12. Et d'un seul coup, un samedi matin, j'ai vu arriver entre 70 et 80 personnes stupéfaites et je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait un souci, il y avait un problème, là vraiment, et qui ne touchait pas exclusivement que mon voisin de palier, mais apparemment, on va dire, tout un quartier. Voilà. Donc, mon engagement, il a été tout simplement de me dire il va falloir que finalement, on se prenne en charge, que nous soyons nous-mêmes acteurs de ce que nous voulons et désirons faire, bien, faisons-le ensemble. Voilà, ça a été le début de ma mobilisation et puis ce besoin aussi d'apporter un soutien à des personnes qui en avaient fait la demande. Ça me semblait être simple, normal, presque évident à faire. Et travailler ensemble justement à l'écoute des citoyens, c'est donc important pour vous aussi. Vous avez, on peut le rappeler, une permanence mobile, la ex-mobile, où vous partez justement à la rencontre des habitants. Et vous dites aujourd'hui que vous voulez construire un projet co-construit avec les citoyens justement. Donc quelles problématiques, donc il y a ces problématiques-là qui sont ressorties, quoi d'autres aussi par vos rencontres sont sorties et quelles réponses vous voulez apporter justement à travers votre projet? Alors, effectivement, vous faites référence à ce que j'appelle mon ex-dem mobile, ma permanence mobile. Alors, pour quelles raisons j'ai souhaité mettre en place ce système-là? D'abord parce que la commune d'Aix-en-Provence est extrêmement large, hein, la périphérie est grande, ça va de Puy-Ricard, Couteron jusqu'à la Durane, hein, et que pour pouvoir on va dire, rencontrer les habitants de cette commune, je pensais qu'il me fallait être mobile et non pas leur imposer finalement de venir à moi en centre-ville, mais bien au contraire d'aller vers eux pour les rencontrer. Donc, ce que j'ai fait, et ça s'est mis en place, c'est d'autant plus sympathique qu'effectivement, c'est assez bien accueilli, je dois le reconnaître. Hein. Quand on nous voit passer, je vois les sourires, je vois les regards de surprise, ce qui est très, très sympathique. Et puis, alors, une fois qu'on est sur place et qu'on rencontre les gens, qu'est-ce qui ressort le plus? C'est toujours un peu la même chose, c'est-à-dire Aix-en-Provence est une ville magnifique, merveilleuse, grâce à son architecture, hein. C'est une réalité, certainement aussi grâce à un certain nombre de projets qui ont été réalisés, hein, je le reconnais, mais l'ensemble des quartiers périphériques de cette commune a tout de même été, on va dire, pour certaines parties, totalement abandonné. Voilà. Et donc, les Aixois ont quand même le sentiment que la politique de ces dernières décennies a été très égocentrée sur le cœur de ville. Donc, ce sentiment d'être finalement un Aixois, alors peut-être pas de seconde zone, mais pas bien loin quand même. Voilà. Donc, en rencontrant toutes ces personnes, qu'est-ce qui apparaît? Qu'est-ce qui émerge le plus? Alors, pour ce qui est des quartiers de la première périphérie, le sentiment effectivement que les quartiers, alors notamment populaires, sont particulièrement laissés à l'abandon. Qu'est-ce qui émerge en priorité? Des problèmes de propreté, hein, de démocratie participative, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les décisions sont prises, elles sont prises en haut lieu, sans concertation avec les habitants. Et ça touche tous les quartiers de la commune, pas exclusivement que les quartiers de la première périphérie. C'est tous les quartiers, quels qu'ils soient. Donc on prend des décisions et puis on impose en fait une vision, un projet. On vous le présente comme étant un projet négociable et discutable et finalement on se rend très vite compte que les dés sont jetés, le projet sera réalisé au mépris très souvent de toutes les propositions qui sont faites. Donc ça c'est une première chose. Après, alors là, je vous l'ai dit, tout ce qui est propreté, qui est un vrai souci. Et puis il y a un autre souci aussi, un autre problème qui est celui de la sécurité. Dans les quartiers à la fois
là aussi de ce que j'appelle la première couronne, mais les quartiers plus éloignés, comme Sélegny, puis Ricard, où les habitants se sentent, oui, un peu délaissés, abandonnés. Et pour cause, il y a une réalité aussi, hein. C'est que je pense que la police municipale, hein, qui fait le maximum, hein, avec les effectifs qui sont les siens, c'est-à-dire des effectifs réduits, ne peut pas non plus quadriller l'ensemble de la commune pour répondre aux besoins des résidents. D'autant qu'en plus, le système qui a été mis en place, et je peux en parler pour l'avoir vécu, hein, il est, quand vous contactez, vous avez besoin éventuellement de faire intervenir une police municipale, on vous envoie sur un serveur à Marseille, hein, et ça m'est arrivé une fois parce que j'avais vu des enfants jouer sur une toiture d'immeuble, hein, au ballon, et je pensais que pour leur sécurité, il fallait quand même intervenir, d'autant qu'il n'y avait aucune protection. Et quand j'ai téléphoné, je me suis rendu compte que j'atterrissais à Marseille. Quand j'ai dit, voilà, il faudrait peut-être intervenir sur le quartier d'Ancagnane pour protéger ses enfants, on m'a répondu, mais c'est où? Où ça? Ancagnane, mais c'est où? Je me suis dit, attendez, comment ça c'est où? Vous ne connaissez pas Ancagnane? Elle me dit, non madame, vous êtes à Marseille. Donc comment voulez-vous faire intervenir rapidement et efficacement finalement une police quand vous n'êtes pas directement en lien avec elle? D'accord? Alors, ce n'est pas forcément une police de sécurité qui est indispensable, c'est aussi peut-être aussi, j'allais dire, une police de médiation. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, il suffisait d'avoir certainement des policiers de médiation qui auraient tout simplement informé ces enfants qu'il était peut-être plus pertinent de jouer sur une aire de jeu au rez-de-chaussée plutôt qu'au 4e étage d'un immeuble. Voilà. Dans vos programmes, vous parlez donc de démocratie participative, vous parlez aussi d'une volonté de mettre en place une ville innovante et numériquement intelligente aussi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous entendez par là? Alors, ce que j'entends par là, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut vivre à l'heure de son temps. Et vivre à l'heure de son temps, ça veut dire que nous avons des... D'ailleurs, nous en plaignons très souvent, nous avons des enfants qui passent leur journée sur des ordinateurs à jouer. Moi, je souhaiterais que les Aixois puissent obtenir des services de leur commune au travers d'un certain nombre d'applications. Pour quelles raisons? Parce que on peut, via ces applications, réguler les besoins et surtout répondre de manière plus efficace à la demande des habitants. Alors, exemple très concret. On en discutait avec l'une de mes colistières, Nora, qui est commerçante. Elle me dit, tu comprends, les commerçants en centre-ville ont des difficultés parce qu'effectivement, il y a les Aixois, ou en tout cas les clients, auraient des difficultés à se rendre en centre-ville puisqu'il n'y a pas assez de places de parking. D'accord ? Et là-dessus, je lui dis, mais si demain, on crée une application suffisamment intelligente pour que les Aixois puissent, le cas échéant, en fonction de leurs besoins, se faire enregistrer en disant, voilà, moi je veux faire mes courses, je prévois samedi ou vendredi ou mercredi, quel que soit le jour, de 16h à 19h, je veux pouvoir faire mes courses sur Aix-en-Provence. Pour ce faire, il me faut une place de parking, puisque j'habite à l'extérieur, d'accord, le cas échéant, et que je ne peux pas me déplacer à vélo. Donc je viens en voiture, puisque je n'ai peut-être pas non plus de transport en commun, pas encore, je viens avec mon véhicule, d'accord ? Sauf que quand j'arrive sur Aix-en-Provence, toutes les places de parking sont pleines, notamment, et c'est le cas pendant les grosses périodes, les périodes festives, notamment à Noël. Résultat de l'opération, je ne peux pas me rendre sur Aix-en-Provence, donc qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je vais dans les grandes surfaces à l'extérieur. Je pense qu'on aurait tout intérêt à créer une application qui permettrait finalement aux Aixois de se connecter, précisant que de telle plage horaire à telle plage horaire, je viens faire mes courses en centre-ville, je réserve ma place de parking, qui plus est, j'en bénéficie parce que j'ai 1h30 gratuite et je peux me déplacer assez aisément, facilement, sans avoir à faire 4 fois le tour de la ville pour trouver un endroit où me garer. Voilà à quoi pourrait servir en fait une ville intelligente numérique. Alors, même chose également pour ne serait-ce que l'éclairage des rues.
Pourquoi éclairer des rues lorsque vous n'avez personne qui finalement y traverse ou ne se promène? On pourrait, via un système d'application, faire en sorte, les nuits par exemple, que les rues soient éclairées dès lors qu'il y a du passage. Ça nous permettrait de réduire notre consommation et surtout de passer au mode transition écologique. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais bon, voilà à quoi servirait, en l'occurrence, voilà ce que signifie une ville intelligente numérique. Même chose pour les bus. Vous souhaitez vous déplacer. Vous avez besoin d'aller d'un endroit à un autre. Vous n'avez pas les horaires de bus. Vous cliquez sur une application qui vous apporte l'horaire de bus, qui vous dit à quel endroit éventuellement vous pouvez le prendre, puisque vous vous promenez sur la ville, d'accord ? Vous ne connaissez pas forcément tous les arrêts de bus et tous les numéros de bus et tous les trajets, d'accord ? Sur cette application, vous dites « je suis là », et bien cette application, elle vous permet de vous dire « là, à 50 mètres de là où vous êtes, vous avez un bus qui part à telle heure et qui vous mène à tel endroit ». Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que finalement, on accède à un service très rapidement et de manière extrêmement efficace. Donc, comme le temps qui nous est imparti passe aussi rapidement, oui. Vos engagements précédents, si on peut revenir aussi là-dessus avant, est-ce que vous pensez aussi que c'est ça qui peut vous démarquer peut-être aussi des autres candidats? Parce qu'on vous connaît aussi notamment pour les platanes aussi, on vous connaît là-dessus. Donc, alors oui, ça a été un très très grand combat, effectivement. Hein, c'est peut-être ce qui fait la différence entre les autres candidats et moi, c'est que la défense de nos parcs arborés, la défense de l'environnement, je l'ai portée au travers de mes actions sur le terrain. Hein. Alors c'est vrai que tout le monde surfe un peu sur la vague verte. On fait du green bashing à chaque fois, ou washing, peu importe les termes. Moi, je voudrais juste rappeler quand même aux Aixois que, effectivement, cette politique de protection de l'environnement, de notre environnement, je la porte depuis déjà bien longtemps. J'ai toujours amené mon fils à vélo. Je l'ai fait avec beaucoup de plaisir. C'est bon pour la santé, c'est bon pour notre environnement. Ça permet aussi de rencontrer beaucoup de gens quand on se promène à vélo, beaucoup plus qu'en voiture. Et puis effectivement, oui, les combats que j'ai menés pour la protection du parc Rambaud notamment, pour la protection de nos platanes. Je rappelle qu'aujourd'hui, si on n'avait pas mené la bataille qu'on a menée avec un certain nombre d'Aixois, eh bien nous n'aurions plus du tout d'arbres sur les 3 places. Alors aujourd'hui, tout le monde veut revégétaliser la ville. J'ai aussi ce projet de revégétaliser la ville au travers d'une action qui est menée, parce que vous savez, il n'y a pas besoin d'inventer beaucoup de choses. Hein. Il suffit de regarder ce qui se fait ailleurs. Nous avons 20 ans de retard à la fois sur les transports en commun et en même temps sur la végétalisation de nos quartiers, de notre cœur de ville. Il suffit de regarder ce qui se fait ailleurs. À Montpellier, ils ont créé, une démarche extrêmement intelligente. Ils invitent en fait tous les Montpelliérains qui souhaitent végétaliser leur façade à se rendre tout simplement en ville. On passe un accord, les services de la ville viennent vous mettre à disposition des emplacements pour lesquels vous pouvez vous-même, alors bien sûr il y a un cahier des charges, les choses ne se font pas comme ça n'importe comment, c'est encadré, mais vous pouvez, si vous le souhaitez, planter au bord de vos résidences, au bord de vos habitations, sur vos façades, eh bien, de la végétation, des fleurs, au choix, comme vous le souhaitez. Et il n'y a rien de tel aussi pour recréer du lien social entre habitants, verdurer un peu ces rues qui sont quand même très minérales, voilà. Et puis recréer aussi une esthétique quand même environnementale. Je crois qu'on en a besoin. On en a besoin. Si on regarde vos programmes, on voit écrit, donc, si on peut dire comme un slogan, « Demain commence avec vous ». Donc il y a évidemment la volonté que le citoyen soit acteur aussi de sa ville. Ça commence aussi par s'exprimer dans les urnes, mais on a parfois un taux d'abstention aussi qui peut être bas. Qu'est-ce que vous diriez justement pour que les électeurs se déplacent justement ? Alors je vais dire quelque chose de très très important. Très important. Et je vais le dire si vous me le permettez directement à la caméra. Voilà, je voudrais appeler les Aixois qui aujourd'hui, finalement, ont le sentiment d'être redevables parce qu'ils ont ou obtenu, par la grâce de certains, des appartements ou un travail. D'accord ? Je voudrais juste leur rappeler qu'ils ne sont redevables vis-à-vis de personne, que cet appartement, il paye un loyer et que ce loyer suffit finalement
largement à considérer que vous n'êtes redevable de personne. Et c'est exactement la même chose pour le travail qu'est le vôtre. Aujourd'hui, si vous travaillez, le fruit de ce travail est une réponse finalement à la fonction qui est la vôtre. Et vous ne devez rien à personne. Et je rappelle aussi une autre chose, c'est que dans l'isoloir, vous êtes seul. Et personne n'a besoin de savoir pour qui vous votez. Voilà, si vous me le permettez, c'est un cri du cœur, mais ça a au moins le mérite d'être sincère. Le message est passé en tout cas. Très rapidement pour terminer, est-ce que vous pourriez nous rappeler les petites prochaines dates de votre agenda électoral, si on est un peu au courant de ce qui se passe finalement? Oui, alors j'organise des réunions publiques, donc accessibles à tous, mardi soir, la Fondation Vasarely, et réunions publiques aussi le jeudi, samedi. Alors les dates, je ne les ai pas, mais peut-être que vous pourrez, je vous passerai éventuellement, vous pourrez les communiquer si possible. Très bien. Merci. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci. À bientôt. Merci, au revoir.